Bonjour Monsieur Kosirta. Bonjour. Donc vous travaillez pour la société Venco qui Oui, travaille sur les véhicules du futur. oui. Donc est-ce que vous pourriez me parler de me donner votre avis sur le véhicule du futur, sur la voiture connectée, la voiture autonome, la conception des nouveaux véhicules? Oui. Hmm. Donc, la société Venco est une société d'ingénierie nous sommes spécialistes de la mécatronique et on va appliquer notre expérience et nos connaissances dans le véhicule électrique, puisque le véhicule électrique va devenir un ensemble de modules mécatroniques, des actionneurs en principal. Euh, donc, pour arriver à comprendre mieux, on construit une plateforme mobile à 4 roues qui est complètement Est-ce que vous variable. pourriez donc nous parler de la distinction que vous faites entre voiture connectée, voiture autonome et après du futur de l'automobile selon vous? Ouais. Donc, voiture connectée, pour moi, c'est comme le nom l'indique, c'est quand on est connecté à quelque chose. Bien sûr que ça peut aider pour l'autonomie, c'est même obligatoire, mais une voiture peut être autonome sans être connectée. Les premières voitures autonomes n'ont pas été connectées puisqu'il y avait le concours dans le désert de Nevada où tout se passait. Donc l'autonomie profite de la connectivité, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis voiture connectée, pour moi, c'est bien sûr quand une voiture est connectée à l'infrastructure ou est connectée à d'autres véhicules qui aident vraiment l'autonomie. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Et pour une voiture connectée, donc, quelles sont selon vous les données que les constructeurs pourront récupérer grâce au big data, grâce justement à ces connexions entre l'automobile et le constructeur automobile? Euh, pour le constructeur automobile, je pense que ce qui est de plus important, c'est la notion de service. Donc les réparations, enfin donc des alertes de fonctionnement. Par contre, je pense que pour le propriétaire de l'automobile, le plus important, c'est la sécurité. Euh, donc, un automobiliste est plus concerné par sa sécurité que par l'état de son véhicule, de point de vue fonctionnement. Et je pense que Big Data et puis la connectivité des automobiles, quand on parle de sécurité, c'est d'abord ce que Google fait beaucoup mieux que d'autres. Donc lier ce qu'ils ont développé dans les Google Maps et le Google Earth et tout ça, donc avoir digitalisé tout l'environnement et l'appliquer donc dans leur produit de véhicule autonome. Donc un véhicule autonome, encore une fois, il peut être autonome sans être connecté, mais il vaut mieux qu'il soit connecté. Et il vaut mieux qu'il soit connecté à des données comme ceux de Google qui ont digitalisé l'environnement. Par exemple, le succès de Google vient du fait qu'ils ont cette technologie, qu'ils ont digitalisé avec leur Google Car absolument tout San Francisco, enfin les alentours. Et il faut remarquer que leur véhicule agit très très bien que à San Francisco. Donc leur véhicule, si vous le mettez à Paris, il ne va pas avoir du tout les mêmes résultats. Donc Google, ils ont une avance très grande par rapport aux autres constructeurs parce qu'ils regardent le problème des véhicules autonomes dans son ensemble. Donc encore une fois, leur produit principal, c'est Google Maps. Et c'est pas du tout les lidars ou les caméras, parce que lidar, caméra, tout le monde peut le faire, même nous. Donc nous, on va développer un petit véhicule qui est déjà, qui a toute cette partie de caméra et de laser mais c'est pas pour autant qu'on va réussir à battre Google, parce qu'eux, ils ont donc cette avance énorme que personne d'autre n'a. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler
de votre conception du véhicule du futur. Comment sera conçu le véhicule du futur? À quoi est-ce qu'il ressemblera selon vous? Donc, Ouais. est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets Ouais, à actuels? mon avis, il ressemblera de moins en moins au véhicule d'aujourd'hui, parce que par l'élimination surtout du moteur thermique et puis de la transmission et puis du réservoir de carburant, on pourra concevoir les véhicules d'une toute autre manière. En gros, c'est une plateforme à la base de véhicule, un genre de châssis dans lequel on logera tout ce qui veut dire traction. Donc éventuellement les moteurs traction seront dans les roues, ce qui créera encore plus de place pour de l'habitacle. Et la batterie, encore une fois, elle sera dans le châssis et ça amènera le centre de gravité du véhicule vers le bas. Et ça nous créera la possibilité Vous pouvez prendre ça pour vous ouais. Donc, montrer à la caméra. ouais. Donc, si les véhicules avant étaient conçus de cette manière-là, avec le moteur devant, maintenant on pourra avoir une plateforme sur laquelle monter un habitacle. Il y a beaucoup de projets dans ce sens, mais les plus importants sont faits par General Motors. Ils ont commencé avec leur concept car autonomie, qui était une plateforme avec toute la mécanique sur laquelle on peut mettre des habitacles différents. Donc, encore une fois, je pense que l'architecture et puis la manière de concevoir aussi des véhicules changera de manière importante une fois que les véhicules seront électriques. Ça amènera de la modularité. Cette modularité amènera aussi la disparition de l'obsolescence programmée, dans le sens qu'on remplacera que le module qui ne marche plus au lieu de remplacer toute la voiture. Et donc ça permettrait aussi de changer, par exemple, juste la carrosserie, mais de garder donc le module interne avec le moteur, les moteurs Ouais. et les roues. On peut imaginer un châssis qui assure donc la traction, sur lequel on monte des habitacles différents, des habitacles à 2 places ou des habitacles à 6 places sur un même châssis, ou un habitacle 2 places pour les passagers et puis une benne si on a affaire à des véhicules utilitaires. D'ailleurs, c'est présenté dans une petite vidéo que j'ai sur mon site. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de toutes les notions de covoiturage, d'autopartage? Est-ce que ça va avoir un impact pour les constructeurs? Est-ce qu'il faut qu'ils s'adaptent? Comment est-ce qu'ils peuvent réagir face à ce phénomène qui est évoqué dans les livres de Jérémy Rifkin? Oui, ils peuvent réagir. Il y en a pour lesquels c'est déjà trop tard, parce qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question. Je pense qu'il y aura bien sûr une grande disruption dans ce domaine. Et puis, je pense qu'il faut regarder l'automobile pas seulement comme un produit, mais il faut l'intégrer dans un écosystème. Ce qui veut dire essayer de créer ce que Steve Jobs a fait pour l'iPhone. L'iPhone ne serait pas ce qu'il est sans iTunes. Donc il a créé un écosystème digital autour du produit. De la même manière qu'il faut créer cet écosystème autour des véhicules. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est inclure donc, dans l'écosystème les consommateurs. Et donc on parle de partage. Je pense qu'il faut concevoir un véhicule pour qu'il soit partageable, au lieu d'adapter des véhicules conventionnels au partage. Ce qui veut dire, je ne sais pas, par exemple, ils doivent être beaucoup plus facilement nettoyables, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Après, il faut qu'ils soient communicants, donc il faut qu'on sache exactement la position qu'il a.
d'autres éléments qu'il pourrait avoir, c'est le paiement. Pourquoi pas un lecteur de carte bleue dans le véhicule. Un peu comme dans les bornes Autolib, donc il y a des... Oui, mais pourquoi pas sans abonnement, sans rien du tout, et que ça soit fait dans le véhicule. Je veux dire par là que le véhicule Autolib centralise les véhicules dans des stations, si je peux les appeler comme ça, tandis qu'un véhicule qui doit être partageable à 100%, ils peuvent être pris et laissés n'importe où, dans Paris par exemple. Donc il faut qu'il soit autonome de ce point de vue aussi, dans le sens que le paiement doit se passer soit avec un point dans le véhicule, soit bien sûr avec un smartphone sur le réseau. Mais ce serait selon vous un véhicule en autopartage ou un véhicule qui appartiendrait à une société? Je pense que les deux modèles coexisteront, mais moi, pour ma part, je crois beaucoup plus au peer-to-peer, donc, qui veut dire que moi je possède un véhicule, j'ai investi dans un véhicule, donc je veux amortir une partie de cet investissement en le partageant avec d'autres voisins par exemple. Donc pourquoi pas m'acheter 3 véhicules si je veux lancer même un petit business. D'accord. Et la différence c'est que je ne centralise pas une flotte de véhicules quelque part. Donc cette flotte de véhicules va être distribuée chez les utilisateurs. Ça me semble beaucoup plus scalable, si je peux l'appeler comme ça. Donc la croissance de ce phénomène peut être beaucoup plus importante quand on utilise les 90% du temps d'un véhicule qui reste garé si on ne le met pas en partage. Donc au lieu d'avoir un capital très important pour acheter ces véhicules, une centaine ou 200, ou je pense qu'il y en a 2000 sur Autolib, 2000 acheteurs peuvent acheter un seul véhicule et le mettre en partage. Donc c'est beaucoup plus démocratique et beaucoup moins cher. D'accord. Eh Ouais. bien, donc, merci Monsieur Cosirta pour cette interview. Ok. Moi aussi, je vous remercie.